Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de l'âge idéal pour performer. Et même si vous voulez faire les Jeux Olympiques, il y a un âge idéal pour être le meilleur, en gros. En plus, on va parler de réduire l'âge biologique, quelque chose qui est assez populaire en ce moment, assez, comment dire, on en parle même dans certains documentaires et tout. Et d'ailleurs, je donnerai mon avis là-dessus, qui n'est qu'un avis, mais je le donnerai quand même. Et on va parler de montres connectées, par rapport à d'ailleurs des choses qui ont pu être faites par rapport, à la santé liée au biofeedback. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, j'ai sorti un programme d'entraînement qui s'appelle, «Vous n'avez que 15 minutes pour vous entraîner, voici ce qu'il faut faire». Vous le retrouverez en lien dans les notes de cet épisode. Vous le retrouverez aussi certainement dans votre boîte mail si vous n'êtes pas allé la consulter ce week-end et vous le retrouverez sur mon site à la page, de garde. Vous regarderez, vous trouverez le programme. Bon, le plus simple est quand même d'aller dans les notes de l'épisode. Ensuite, c'est surtout pour ceux qui ont envie de brûler le maximum de graisse, hein, ceux que ça intéresse, et qui, par exemple, si vous partez en août et que vous voulez quand même continuer à vous entraîner pendant vos vacances, allez voir ça. Bon, les Jeux olympiques, c'est une bonne chose. On a un Français qui a bien performé. Alors, on a l'impression que tout le monde suit le sport, depuis que c'est Léon Marchand qui est quadruple médaillé, je crois, 4 médailles. Enfin, au moment où j'enregistre, il en a 4, mais vu que j'enregistre le lundi pour le mardi, ça se trouve, il y en aura une autre, mais je crois pas puisque le dernier truc était, dimanche de mémoire. Enfin bon, bref. C'est bien, je suis fier pour lui, je suis content pour, sa performance, surtout par rapport à son gabarit, heu, par rapport aux autres, comment dire? Aux autres athlètes, c'est assez impressionnant et comme quoi ça fait un peu penser à c'était Lemaître, comment il s'appelait déjà ce coureur? Ouais, je crois que c'était Lemaître qui avait fait la surprise comme ça aussi, par ses performances, alors qu'il avait pas forcément le physique, comment dire? Heu, commun pour performer dans ce sport-là. Allez, on va parler le premier sujet, manger sainement, le secret pour rester jeune. Alors bon, on va voir si c'est vrai. Des chercheurs de l'université de Californie à San Francisco ont découvert qu'un régime riche en vitamines et minéraux, avec peu de sucre ajouté et associé à alors ils appellent ça un biological age, donc un âge biologique plus jeune. Une étude publiée dans JAMA Network Open révèle que chaque gramme de sucre ajouté accélère le vieillissement cellulaire. Ensuite, l'étude a évalué 3 régimes sains par rapport à une horloge épigénétique, un test biochimique estimant la santé et la longévité. Et le résultat, c'est mieux on mange, plus nos cellules semblent jeunes. Toutefois, même avec une alimentation saine, chaque gramme de sucre ajouté vieillit. Alors, vieillit nos cellules, je sais pas si j'aime pas trop le mot, là, la traduction anglais-français, et elle est pas top, mais bon. C'est intéressant de voir qu'il y a une mode alimentaire, un mode, par exemple, si vous faites une diète, je sais pas moi, cétogène, paléo, méditerranéenne, végane, peu importe, on a toujours tendance à penser que, vu qu'on fait cette diète-là, je vais pas dire on est immortel, mais on se préserve de certaines choses. Chacun y va de sa petite religion, et il y a même une religion autour de l'alimentation saine. Vous savez que ma compagne est diététicienne et c'est des discussions qu'on a des fois quand on mange. Heu, il y a comment dire? Il y a une forme de religion aujourd'hui autour de la diététique. C'est-à-dire que pendant des années, bon, il y a encore des religions, aujourd'hui, hein, mais les vraies religions, du passé, on va dire, celles qui dominaient, ont tendance un peu à s'effriter aujourd'hui
et on voit qu'il y a une forme de religion par la diététique. Les gens mettent beaucoup d'espoir, en fait, sur leur mode de vie sain, et j'ai envie de leur dire que c'est un peu, faut faire attention avec ça. Bien sûr qu'un mode de vie sain, c'est mieux qu'un mode de vie malsain. Mais je lisais encore, il y a pas longtemps là, un article sur le regretté, Sean Perrin, qui est décédé en 2017. Alors pour rappel, c'était le rédacteur en chef de Muscle and Fitness, donc pratiquant de musculation depuis des années, végétarien ou vegan, je sais plus, et non fumeur, machin. Bon, mort d'un cancer du poumon, détecté au stade 4 en septembre. En décembre, il était plus là, et à 51 ans. Donc on se dit: «Mais quelle injustice!» Alors bien sûr, vous allez entendre dire des gens: «Oui, mais vous savez pas ce qu'il faisait vraiment, ça se trouve il faisait ça, ça se trouve il faisait ci». Bon, bah, son physique était en forme, c'est quelqu'un qui était, très actif, pour la défense des gorilles et tout, très concerné par le climat et tout. Et ben, il est, malheureusement, et on en a des cas comme ça, et ces cas-là, malheureusement, ils ramènent un peu, comment j'ai envie de dire, l'église au centre du village, ou je sais pas comment je pourrais dire les choses autrement, mais ça ramène un petit peu l'absurde, quoi. Mais comment c'est possible que quelqu'un qui soit aussi bienveillant, quelqu'un qui mange sainement, quelqu'un qui fait tout ça, tout ce qu'il faut pour aller bien, soit emporté plus rapidement que quelqu'un qui fait parfois tout mal? Et c'est ça, en fait, des fois, l'absurdité. Mais il faut faire attention à ces pentes, savonneuses, parce que, souvent ce genre de raisonnement, comme je viens d'avoir là, certains s'en servent et l'amplifient pour ne pas faire de sport, pour ne pas adopter un mode de vie sain, et cetera. En fait, le truc, moi, ce que je vois les choses comme ça, hein, je me dis qu'on ne sait pas. Peut-être que moi, demain, j'aurai une saloperie, peut-être que ce sera vous, peut-être que ça sera un proche, et c'est tragique et terrible, mais au moins on aura essayé, quoi. Je veux dire, il y aura pas de regret de se dire, il y aura peut-être de la colère envers le destin, mais il y aura pas de regret, et je pense que j'ai déjà entendu des tas de personnes parler des regrets. La pire chose en fin de vie, c'est les regrets, et cetera. Il y avait même une infirmière qui avait interviewé des gens en fin de vie, des dizaines et des dizaines de personnes, et les regrets, c'était les choses qui revenaient le plus souvent. Donc déjà, de pas regretter d'avoir essayé, ça sera déjà pas mal, quoi. Enfin bon, bref, je dis ça, je touche du bois. Pour l'instant, moi, ça va. J'imagine que vous aussi. Donc voilà, on avance. Donc l'étude, a évalué, donc bon, ça, c'est ce que j'ai dit. Toutefois, même avec une alimentation saine, chaque gramme de sucre ajouté vieillit nos cellules. Ah oui, je voulais en venir au fait que, même quand on mange sainement, qu'on fait tout comme il faut, ben, à partir du moment où on mange du sucre, et ben, ça fait vieillir nos cellules. Donc le sucre, vous savez, les gens qui disent: «Oui, mais quand, dans une alimentation équilibrée, ça pose pas de problème». Bah si, en fait, puisque chaque gramme de sucre ajouté vieillit les cellules. Donc on peut plus dire aujourd'hui, quand on lit ça, que, et croyez-moi, les recommandations, elles sont encore, avec des doses de sucre, hein. Alors souvent les gens, confondent dose maximale, et en se disant: «Il faut au moins que je mange cette dose-là». Non, non, il y a pas de dose, minimum pour le sucre ajouté, hein. Parce que s'il y avait une dose minimum, malheureusement, on serait pas aujourd'hui, ici, moi pour parler, vous pour m'écouter, dans le podcast, parce que, pour la simple et bonne raison que le sucre ajouté n'est pas il n'a pas été, ajouté, dès la sortie, des poissons, des machins, tout ça, enfin, vous avez compris, quoi. Donc c'est-à-dire que si on remonte, l'histoire de l'humanité, le sucre ajouté, il est arrivé quand même de manière assez précoce, pardon, assez, tardive, le lapsus. Bref, donc le sucre ajouté est fortement lié à une santé métabolique dégradée, à des maladies précoces. Les participantes consommaient en moyenne, alors c'était des femmes visiblement, participaient en non, les participantes consommaient en moyenne 61,5 grammes de sucre ajouté par jour, certains allant jusqu'à 316 grammes, ça fait beaucoup, hein. Déjà même 61 grammes, c'est beaucoup, alors 316. Pour comparaison, une barre de chocolat au lait contient environ 25 grammes de sucre ajouté, et une canette de Coca-Cola, alors de cola ils disent, hein, en contient 39 grammes. Bon, c'est ce que je pense du chocolat au lait, c'est pas vraiment du chocolat, quoi, hein. C'est un peu comme, vous savez, il y a moi, il y a 3 choses, les
il y a 3 choses qui sont entre guillemets, «sacrées». Le vin rouge, donc d'être ceux qui des comportements que je vais pas dire que je supporte pas parce que je vais pas faire mon réac, mais où je me dis, «C'est dommage». C'est de ceux qui rajoutent de la flotte dans leur vin rouge, ceux qui rajoutent du sucre dans leur café et ceux qui ne prennent pas du chocolat noir, on va dire, dans les 85-90-95. Alors chacun fait ce qu'il veut, je dis pas ça. Je dis pas que voilà, mais c'est juste que si on veut s'approprier enfin s'approprier, pas s'approprier, mais si on veut vraiment explorer une saveur, par exemple, là, dans les 3 choses que je viens de donner, on a 2 fois l'amertume avec le café et le chocolat et on a, je sais pas, c'est quoi? C'est astringent ou je sais plus quoi pour l'alcool, mais je sais pas s'il y a pas une amertume aussi, mais je crois que c'est astringent avec le vin rouge et c'est, d'explorer les saveurs, quoi. Donc pour moi, du chocolat au lait, c'est pas du chocolat, c'est comme un peu le chocolat blanc pour moi, quoi. On peut pas parler de chocolat et 25 grammes de sucre ajouté, non mais là, c'est pour 100 grammes. Moi, la consommation que je alors moi, j'adore le chocolat noir et j'en consomme une toute petite dose quotidienne, heu, donc ça fait quoi? Ça fait, 20 grammes et dans 20 grammes, je vous garantis que dans 20 grammes, vous pouvez pas avoir 25 grammes de sucre ajouté, c'est pas possible. Puisque enfin bon, vous avez compris quoi, la logique et il y a des gens qui c'est vrai, qui sont tombés dans le mauvais réflexe, ils ont lu un article sur le chocolat, ils se sont dit: «Ah, le chocolat, c'est plein de polyphénol, c'est bon pour la santé» et cetera et donc du coup, pour eux, ils voient tous les chocolats sous le même angle. Donc du Kinder au chocolat, brut, avec quasiment presque, n non transformé. Si, le chocolat est un produit transformé, mais on va dire, le chocolat noir, le plus noir qui puisse exister, quoi. Il y a un grand écart énorme entre les 2. Il y en a un, c'est un bonbon et l'autre, c'est, on va dire, un mets ou je sais pas comment dire, mais comme du café ou quelque chose comme ça, quoi. Bref, et d'ailleurs ce qui est marrant, c'est de voir que plus on monte en pourcentage de cacao, plus les parce que vous savez que le chocolat, il y a des effets, négatifs au chocolat. C'est gras, c'est sucré, tout ça. Sauf que plus vous montez le pourcentage de cacao, plus la teneur en polyphénol, en fait, vient créer un rééquilibre par rapport aux substances négatives du chocolat noir. Enfin, du chocolat noir ou du chocolat au lait ou peu importe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si vous apportiez à la fois le virus et à la fois le vaccin et qu'à un moment donné, il y avait plus de vaccins que de virus. Bon, j'aime pas trop cet exemple parce que ça va en faire, criser plus d'un, mais vous avez compris l'idée, quoi. Ensuite, l'étude basée sur 342 femmes de 39 ans en moyenne a comparé leur régime à une alimentation méditerranéenne riche en aliments anti-inflammatoires et antioxydants. Donc ils ont comparé l'alimentation à la con en fait, hein, à une alimentation méditerranéenne et suivre ce type de régime était associé à un moindre vieillissement épigénétique et les chercheurs ont également créé l'index nutritionnel épigénétique basé sur des nutriments comme la vitamine A, C, B12 et E et des minéraux comme le magnésium et le sélénium. Et donc réduire de 10 grammes la consommation de sucre ajouté par jour pourrait rajeunir biologiquement de 2,4 mois selon Barbara Laïchaïa, co-auteur de l'étude. J'ai envie de dire, on peut réduire de 10 grammes la consommation de sucre ajouté, mais on peut réduire tout court. C'est ça en fait, les parce que pour moi, le sucre ajouté, ça veut dire que sucre ajouté égale aliments transformés et je pars du principe que si on mange des aliments transformés, ce qui est la pire chose, hein, les aliments transformés, d'ailleurs, tout pointe vers ça et les gens ont du mal à ouvrir les yeux, mais tout pointe vers les problématiques sur les aliments transformés. Les gens sont encore en train de se battre aujourd'hui sur l'étiquette de leur diète, c'est-à-dire qu'ils pensent faire la meilleure diète parce que, c'est celle qu'il faut faire, carnivore ou cétogène ou méditerranéenne ou comme je dis tous ces ou végane ou végétarienne ou pesco machin. Tous ces trucs, tous les gens pensent, faire la meilleure diète parce que ils ont l'étiquette, sauf que c'est ce qu'ils font parce que chaque diète en fait est aliments transformés compatible. C'est-à-dire qu'il y a des aliments transformés, ils sont pas fous ceux qui vendent les aliments transformés, hein. Ils se disent: «Il y a une mode, on va essayer de vendre des produits qui suivent la mode». Donc on peut très bien faire une diète jugée bonne pour la santé dans les études
et la rendre malsaine si on utilise des produits ultra transformés qui sont un peu compatibles. Il y a Alors évidemment, la diète paléo ou whole food, elle est moins compatible parce que justement, par définition, on évite les aliments transformés. Mais j'ai vu des gens, notamment, pareil, le pire, c'est la diète cétogène. Mais la diète paléo, un petit peu aussi. Ça a été une excuse à bouffer du bacon, du fromage, des trucs comme ça, sous prétexte qu'il fallait manger des graisses dans son quotidien. Les gens se sont jetés, alors peut-être plus les Américains, mais moi je me souviens au début du CrossFit, quand c'est devenu bien populaire là, avec l'arrivée de Rich Froning et tout ça, on avait une mouvance autour de la diète paléo et tout, mais une diète paléo moderne, quoi. Où il se faisait mais des ventrées de, de travers de porc, de tous ces trucs-là, de bacon et tout. Le bacon, c'est produit transformé, hein. Et sous prétexte qu'ils pouvaient manger des graisses parce que ça rentrait dans... Mais non, en fait. Par exemple, la diète cétogène, je prends l'exemple de la diète cétogène, il y a deux façons de la faire. Enfin, il y en a certainement plus, mais moi, je vois deux façons de la faire. Il y a la manière populaire, marketing et tout, où les gens vont manger des tonnes d'œufs à volonté, des tonnes de graisse venant du bacon et tout. Et il y a l'autre qui serait où les graisses viendraient de l'huile d'olive, des oméga 3, des poissons gras et tout, ou de l'avocat. Et on peut pas se dire que les résultats seront pareils au niveau de la santé avec ces deux types de diètes. C'est pas possible. Et alors je sais, on cherche toujours dans une diète le réconfort. Mais c'est pour ça, les étiquettes ne veulent rien dire. Moi, quelqu'un qui va me voir et me dire, tiens, je suis végane, ou tiens, je suis céto, tiens, je suis paléo. Pour moi, ça veut strictement rien dire. Strictement rien dire. Ce que je veux voir, c'est ce qu'ils mangent au quotidien. Et très souvent, les gens font des erreurs. Des erreurs en plus, ça leur saute pas au visage, mais c'est des erreurs parce qu'ils ont un recul sur la diététique qui n'est que d'une, on va dire, de quelques décennies et au maximum d'un siècle. Voilà, mais ils vont pas au-delà. Donc voilà, donc ils disent que de réduire 10 grammes, c'est bien. Alors, j'ai envie de vous dire 10 grammes, si on regarde, c'est une canette de coca, non? Ah bah non, une canette de cola, ça contient 39 grammes. 39 grammes? Non, j'y crois pas. Mais c'est quoi pour une canette? C'est pas 39 grammes de sucre, une canette. C'est énorme, 39. Non, 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 là c'est une fake news, là. Bordel, non, c'est pas une fake news. Heu, Coca-Cola contient 34 grammes de sucre pour 335 millilitres. Nom de Dieu. Donc au 100 grammes, on a, je sais pas, ah si, on a 10 grammes, en gros. Ah, c'est impressionnant! Je m'attendais pas à... Je me rappelais plus que c'était autant. Pour moi, c'était 9. Mais oui, mais en fait, parce que 9, c'était au 100 grammes que de sucre. Parce que sur 10 grammes de glucides, ça doit être, il doit y avoir 10 grammes de glucides, dont 9 grammes de sucre, j'imagine. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine. Quelle quantité de sucre contenu dans la canette est sur coca-cola it.ca. Ah la vache, la vache. Je suis tellement... Ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui boivent pas de coca, mais enfin, surtout du zéro, j'imagine, ou on appelle plus zéro maintenant, on appelle ça sans sucre. Puisque moi, c'est la seule boisson que je bois quand je vais à l'apéro chez des amis, un truc comme ça, quoi. Ouais, bah c'est pas mieux, hein, mais bon, je fais la différence entre une fois de temps en temps et au quotidien, quoi. Enfin, c'est pas mieux. C'est quand même mieux de ne pas avoir de sucre. Mais bon, c'est dans l'idéal, c'est de l'eau gazeuse avec du citron, c'est encore mieux. Alors bougez plus, vivez mieux, les messages personnalisés boostent l'activité physique. Ah oui, donc ça c'est le deuxième sujet. Faire de l'exercice est l'un des meilleurs moyens de réduire les risques de maladies cardiaques ou de récidives comme une crise cardiaque ou un AVC. Bon, sauf que je fais un pont avec ça. Bien sûr que c'est le meilleur moyen, certainement, sauf que c'est la pire prescription dans le sens où tous les médecins vous diront que c'est la moins suivie. C'est beaucoup plus facile d'aller à la pharmacie et de prendre un médoc, ou même, j'ai envie de vous dire, de manger plus sainement. Heu, le sport, quand c'est pas votre truc, et bouger quand c'est pas votre truc, c'est une torture pour beaucoup de personnes. Et souvent, en plus, pour qui c'est une torture de faire du sport ou ils aiment pas ça, après ils vont se réconforter dans la bouffe, donc je sais pas s'ils ont gagné. Puisqu'ils veulent en fait, c'est pour eux, ils le font pour avoir une bonne raison
de mal manger. Une bonne raison, une excuse, pardon. Donc une étude récente de l'Université du Michigan a exploré l'utilisation des montres intelligentes pour encourager l'activité physique après des événements cardiaques majeurs. Donc dans cette recherche, les messages personnalisés ont été envoyés à plus de 200 patients en réadaptation cardiaque, leur suggérant de bouger en fonction de leur environnement, comme aller marcher quand il fait beau. Bon, tu as intérêt d'habiter dans un pays où il fait beau, parce que sinon tu vas pas marcher souvent. Pendant les 30 premiers jours, les utilisateurs d'Apple Watch ont vu une augmentation de 10% de leurs pas après avoir reçu un message, tandis que les utilisateurs de Fitbit ont connu une hausse de 17%. Ah bah l'étude a fait une bonne pub pour les Fitbit là. Heu, D'ailleurs Fitbit, terminé, ça y est moi. Je bon, peut-être que je vous en parlerai, j'aime pas, bon, il faudrait que j'en parle maintenant que j'ai dit ça, mais bon, on verra. Donc bien que ces effets se soient atténués après un mois, les chercheurs restent optimistes. Ils espèrent améliorer ces interventions mobiles pour maintenir l'engagement des patients sur le long terme. Et donc nos résultats montrent le potentiel incroyable des interventions simples et peu coûteuses via la technologie mobile pour prévenir les événements cardiovasculaires secondaires. Donc explique Jessica R. Golbus, auteur principal de l'étude. Alors je pense que vous avez tous au moins, enfin, je sais pas si vous avez tous une montre connectée, mais beaucoup d'entre vous en ont une ou en ont eu une. Et c'est vrai que moi, j'avais une Fitbit jusqu'à il y a 2-3 jours là, et régulièrement, on peut paramétrer ça. Régulièrement, elle encourage à bouger plus. Vous mettez le nombre de pas que vous voulez faire par heure ou de bouger par heure, de minutes à bouger par heure, et ça vous encourage un petit peu à bouger. Je peux que reconnaître que ces petits messages, ça a un rôle un peu culpabilisateur. Si vous avez ou culpabilisant, parce que si vous avez, un métier de bureau, que vous êtes assis ou même debout, hein, parce que j'ai remarqué que même quand je suis à mon bureau debout, elle m'envoie la notif comme quoi il faut bouger plus. Donc certes, je suis debout, je dépense plus, mais je bouge pas assez quand même. Et quand on voit ça, eh ben, on se dit: «Ah tiens, je vais aller faire un tour aux toilettes, tiens, je vais me servir un verre d'eau ou quoi», parce que, le comment dire? Heu, il y a une forme de culpabilité, quoi. Il faut que je bouge plus. Donc ça m'étonne pas. 17%, c'est beaucoup parce qu'on se rapproche, quand même, un petit peu des 20%. C'est quand même pas mal. Bon, j'avais dit que je parlerais pas de Fitbit, mais je vais en parler quand même, rapidement. Hem, Moi, j'ai eu 2 aventures j'en ai eu même plusieurs. Sur 3 aventures avec Fitbit, 2 se sont mal passées. Je m'explique. La première, c'était une des premières montres, alors moi, le truc, c'est que les produits comme ça, je les utilise, sous toutes leurs, capacités, possibilités et tout, hein. C'est-à-dire que, quand, je vais à la piscine, je me baigne, je la garde. Et bon, c'est normal, il y a une fonction natation, donc ça serait quand même dommage de pas s'en servir. Quand je vais, faire du skate, tout ça, je m'en sers. Quand je fais du vélo en plein cagnard, je m'en sers. Quand je fais ma muscu ou, mes swings avec kettlebell, tout ça, je m'en sers. Alors je la retourne, pour pas que l'écran soit, parce que si vous faites des thrusters avec une montre connectée, le moment où la boule de la kettlebell arrive sur l'avant-bras, adios, hein. La montre, elle se retrouve, c'était je sais plus dans quel, dessin animé, ou je sais pas si c'est pas dans Roger Rabbit, où la montre passe sous le rouleau compresseur, ou je sais plus, j'ai un souvenir comme ça et elle devient énorme. Heu, bon, ça serait un peu ça. Et ben, sur 3 expériences, 2 se sont mal passées. La première parce qu'en fait, elle chauffait à mort. Ça m'avait presque brûlé, en fait, au niveau du poignet. Alors, il y avait eu un rappel, sur ces montres-là. Et la deuxième, du jour au lendemain, elle s'est mise à plus tenir la charge, plus de 10-12 heures. C'est-à-dire que le matin, elle était en pleine charge, et dans la nuit, en fait, elle est terminée, il y avait plus de batterie. Donc, j'ai discuté avec le service, commercial, et je leur ai demandé de faire un effort, quelque chose, hein, puisque je venais de dépasser de 1 mois la garantie. J'ai eu une petite réduction, mais bon, ouais, j'ai pas dit que je faisais des podcasts et tout, évidemment, hein, c'est pas le but. Moi, je me servirais jamais de ça pour, j'ai pas envie, quoi. Et par contre, comment dire? J'ai la ré Alors c'est sympa, ils ont fait un geste, hein, mais j'ai envie de passer à autre chose. Voilà.
Je trouve que leurs montres sont bien. Il y a des quand elles marchent, elles sont en pleine capacité de leurs moyens. C'est des montres sympas. Surtout moi, j'en avais une, c'était un bracelet, c'était la Charge 5, je crois. Donc c'était vraiment un bracelet d'activité très discret et pas envahissant durant l'entraînement. C'était pour ça que je l'avais pris justement. Mais bon là, c'est bon, j'ai vous savez, quand on dit jamais 203, moi sur 3 expériences, j'en ai eu 2 négatives. Bon, bah, j'ai envie d'essayer autre chose. Après justement, si vous pouvez me mettre en commentaire, vous, la montre que vous utilisez et heu et votre avis, pourquoi elle est bien et cetera, ça me permettrait de faire un meilleur choix puisque là, je suis en pleine réflexion. Je me suis arrêté déjà sur un modèle, mais si vous avez des modèles, à me proposer, je suis, tout oui. Alors je vous répondrai pas à tous, hein, mais je vais vous lire. Alors pour rappel, encore une fois, je veux pas dénigrer la marque Fitbit, mais j'explique juste pourquoi. La première chose, qui m'avait déjà un peu refroidi, c'était, quand, Google les a rachetés. Donc là, je me suis dit: «Mince, les données personnelles et tout, bon, bah, voilà, c'est un peu bancal avec, Google», il y a toujours ces trucs où on sait pas trop ce qu'ils en font et puis, je vous dis, tant que ça marche, ce sont des produits excellents, je trouve. Enfin, ils marchent vraiment très bien, au niveau du enfin, moi, j'ai toujours été content de mes Fitbit quand elles marchaient bien, sauf que faute à pas de chance, j'ai eu, 2 fois soit un produit défectueux, soit vraiment, je les pousse trop dans leur retranchement et donc je les amène à déconner et bah, sur la solidité, moi, j'ai besoin de quelque chose qui puisse durer dans le temps. Je suis pas un suiveur de mode, donc moi, quand j'achète un produit électronique, je pars pas du principe qu'il va falloir le changer dans 2 ans, quoi. Je me dis: «Bon, bah, il va me suivre, pendant un certain temps». C'est pour ça, par exemple, l'iPhone que j'ai aujourd'hui, je crois que c'est le 12, on en est au quoi? Au 15-14, et donc voilà, je change pas tous les ans et je compte pas changer. Donc j'ai besoin d'un produit comme ça et c'est vrai que là, je m'y suis pas retrouvé au moins de ce côté-là. Voilà. Après, j'avais apprécié le côté oxygène, relaxation et tout, c'était pas mal. Je trouvais que il y avait et puis il y avait autre chose aussi, c'était que les résultats pour avoir les résultats, complets sur le sommeil et tout, fallait basculer en premium et je me disais: «Mince, le produit m'appartient pas réellement, quoi». Bref, allez, on continue. À quel âge les athlètes olympiques, donc on est dans les jeux olympiques aujourd'hui, avec la star Léon Marchand et tout ça, donc à quel âge les athlètes olympiques atteignent-ils leur pic de performance? Donc est-ce que Léon Marchand est au moment de son pic de performance selon la science? Alors, des chercheurs de l'université de Waterloo, pardon, ont découvert que l'âge joue un rôle crucial dans la quête d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Les athlètes de l'athlétisme atteignent généralement leur pic de performance à environ 27 ans. Après cet âge, les chances qu'un athlète améliore ses performances diminuent progressivement, tombant à 44% de probabilité de pic après 27 ans. Alors là, on est tous à se dire alors moi, je l'ai dépassé depuis, 10 ans, hein, donc super. Mais, il faut pas oublier que le pic de performance n'a rien à voir avec la forme. Beaucoup pensent que la musculation, il y a musculation et bodybuilding. Quand on pousse son corps dans ses retranchements, que ça soit au niveau diététique ou musculaire, on n'est pas dans une pratique santé. D'ailleurs, la musculation comme on la pratique, que ça soit au niveau, entraînement et diététique, c'est pas l'idéal de santé. C'est-à-dire que on peut essayer d'avoir des comportements plus sains, mais par définition, de pousser son corps, de manger beaucoup de protéines et tout, bon, ben, mais bon, après, l'inverse, c'est pas avoir de muscles, donc c'est pas enfin voilà, nous, notre c'est comme, de dire à quelqu'un, qui a envie de courir, de faire des sprints: «Attention, de faire des sprints, ça abîme les genoux, donc tu cours pas. Ah mais tu es frustré». Bon, en gros, c'est ça, quoi. Donc on essaye d'équilibrer notre passion en la pratiquant de la manière la moins dangereuse, voilà. Donc et là, les sportifs de très haut niveau, c'est encore ça, c'est décuplé. Bon, même si on sait que je préfère avoir l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau que d'une personne sédentaire qui fume, qui picole et tout, hein, et qui mange mal. Mais bon, je crois que l'athlète, Léon Marchand, lui, il a 22 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais il a 22 ans et ce qui voudrait dire qu'il pourrait encore améliorer ses perfs jusqu'à 27 ans, quoi.
Ce qui est une bonne chose, hein. Ça voudrait dire qu'il pourrait tenir assez longtemps, dans les si alors évidemment, sauf blessure ou vrillage ou toutes ces choses-là, hein, parce qu'il y en a, il y a des sportifs qui vrillent, d'autres qui se blessent et ça devient difficile. Enfin, blessure handicapante, parce qu'il y a blessure handicapante et blessure non handicapante. Donc l'étude menée par David Awosgozoga, pardon, a analysé les données des athlètes d'athlétisme ayant participé aux Jeux olympiques depuis 1996 et les chercheurs ont pris en compte 5 facteurs: le sexe, la nationalité, le type d'épreuve, la durée d'entraînement à un niveau élite et si c'était une année olympique. Et les résultats sont clairs, l'âge médian de performance de pointe est de 27 ans pour les hommes et les femmes. De plus, le fait de savoir que c'est une année olympique peut influencer positivement la performance d'un athlète. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 27 ans aujourd'hui et qu'on vous dit et que vous êtes au JO et que vous le savez, hein, parce que encore une fois, il faut que les athlètes soient au courant, il peut y avoir un effet placebo et donc du coup, vous performeriez encore mieux. Donc le fait de se savoir dans sa meilleure année, donc par exemple si vous avez 27 ans, vous faites peut-être pas les JO, mais vous êtes dans votre meilleure année pour performer probablement. Et le fait de le savoir, ben ça aide beaucoup sur. Et je pense que ça a un rôle inverse aussi, un effet de nocebo quand on avance. C'est-à-dire que d'entendre partout, passer 40 ans, tu commences à craquer un peu de partout, tu as des douleurs qui traînent, etc. Eh ben, il peut y avoir un effet nocebo. Si on disait, s'il y avait toujours un discours positif, c'est-à-dire qu'il y a une progression permanente, etc., même si c'est faux, je serais curieux d'avoir le résultat sur ce genre de choses. Mais bon, bref. L'esprit a un rôle énorme sur les. On le voit, hein. Mettez-vous une musique entraînante dans les oreilles, vous verrez que vous pousserez plus lourd. Ça, c'est tous les sportifs qui sont habitués à s'entraîner avec la musique. Enlevez-leur, vous allez voir. Alors, quand ils l'ont, ils se disent pas qu'ils poussent plus lourd, mais enlevez-leur, vous allez voir qu'ils vont se dire, oh là, j'ai pas la hargne et tout. Donc, il y a des effets de motivation induites par ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Voilà. Et alors l'avantage de la muscu, c'est que c'est un sport quand même, si on la pratique de manière raisonnable, pour la longévité. Donc, pas comme moi ou pas comme vous si vous faites de la muscu hardcore. Mais, alors on n'est pas des bodybuilders, j'imagine tous, hein. Moi, je suis pas un bodybuilder, mais on s'entraîne presque comme eux finalement. On fait du split plusieurs fois par semaine, on essaye de manger suffisamment de protéines et tout. La différence, c'est qu'on va pas manger des quantités alimentaires comme eux et on va pas utiliser, les produits pharmaceutiques, légaux et illégaux qu'ils utilisent. Mais sinon, on a un mode de vie qui ressemble presque au bodybuilding, quoi. Nous, c'est pas l'idéal santé, hein, c'est pas la muscu santé. La muscu santé, c'est celle qui permet de, ouais, de stimuler un peu sa masse musculaire, de produire juste ce qu'il faut de cytokines inflammatoires pour avoir justement les avantages, sur la santé, de réduire sa résistance à l'insuline, donc d'augmenter sa sensibilité à l'insuline. Bref, d'équilibrer, de produire aussi du HDL, parce que le sport, ça aide à produire du HDL. Donc le rameneur de cholestérol, pour ceux qui... je crois que c'est ce dimanche-là, je fais une vidéo sur les graisses saturées, ennemi public numéro un. Donc on va parler de tout ça justement. Bon bref, je m'arrête ici. Je pense que je vous ai ah non, vous n'avez que 15 minutes pour vous entraîner, voici ce qu'il faut faire. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ce programme, moi c'est vrai que c'est un programme qui, c'est vraiment quelque chose, avant on m'aurait dit ça, j'aurais dit: «Mais attends, mais 15 minutes c'est pour les feignants et tout». Sauf que, il y a eu, je vais vous raconter une petite histoire, mais je pense que vous la connaissez déjà. Quand j'ai commencé la musculation, donc c'était en j'avais 17. Alors j'ai fait un petit rappel là récemment, mais c'était à peu près en 2004 que j'ai mis le pied à la salle de musculation, mon premier pied dans une salle de musculation et le souvenir que j'ai en fait, c'est il y a quelques jours, je suis tombé sur une image de, Grand Chef Toto San Andreas et dedans, vous savez qu'on peut faire de la musculation. Et ça s'est lié en parallèle parce que quand vous êtes abonné Netflix, ils vous offrent le jeu remasterisé et je l'avais mis sur mon iPad et c'était un petit moment nostalgie. Et donc, j'ai vachement apprécié.
et dedans, on peut faire de la muscu et je me suis dit: «Mais c'est marrant parce que j'y passais mais des heures sur ce jeu quand j'étais ado» et je me rappelle, j'avais acheté une petite PlayStation, portable dans les caches, vous savez, les caches converteurs, les machins là d'occasion avec le jeu et j'y passais des heures et des heures avec les codes et tout là, et c'était génial quoi. C'est vraiment et puis je me rappelais plus, mais c'était quand même bien foutu la partie musculation. Il fallait faire les répétitions, puis il fallait manger parce que sinon on perdait du muscle. Enfin bon bref, et puis si on mangeait des mauvaises choses, on devenait, musclé mais gras. C'était assez marrant. Mais ce qui m'a ramené à me rendre compte qu'il y a 20 ans, je mettais mon premier pied, le pied dans la première salle de musculation et ces salles où j'allais, donc c'était des salles, associatives et tout. Bon ben voilà, les horaires d'ouverture, la toute première, elle était ouverte de 10 heures à midi le matin et de 16h30 à 21h le soir. 21h30, des fois, ça tirait un peu parce que les cours de boxe, c'était toujours les plus tard. La boxe thaï, je me souviens, c'était le dernier cours. Et ben, si on voulait faire de la musculation hors de ces temps-là, déjà, c'était pas ouvert le week-end, et ben, on pouvait pas, quoi. Donc j'avais un banc Décathlon dans mon garage avec un sac de frappe, je me souviens, c'était les 2 équipements que j'avais dans mon garage chez mes parents et ben voilà, je m'entraînais un petit peu là-dedans, mais c'est vrai que j'étais souvent frustré de pas pouvoir, faire ma séance, de pas pouvoir bouger et ça s'est amplifié quand j'ai vraiment décidé de faire attention à la diététique. Donc c'est vrai que souvent on dit: «Est-ce que c'est le sport ou la nutrition, qui compte le plus?» Déjà, ça dépend d'où vous partez, mais moi, j'ai fait de la musculation pendant 2 ans et demi, 3 ans sans, perte de gras. Donc j'ai pris du muscle, hein, il y a pas de problème, hein. Mais je perdais pas un pet de graisse et c'est quand j'ai commencé à faire attention à la diététique que vraiment, mes abdos ont apparu. Donc je me suis dit on a beau faire du sport et je faisais pas du sport un peu, hein. J'y étais quasi à tous les jours où elle était ouverte, j'y étais à la salle. Donc c'est vraiment, moi je peux vous dire que j'ai exploité au maximum le truc au niveau du sport, et bah, par rapport à mon métabolisme et à mes antécédents, d'être un peu en surpoids, moi sans diète, je peux pas avoir d'abdos quoi, hein, je peux pas être sec, hein. Et bah, c'est vrai que d'avoir des petits programmes comme ça qui pouvaient s'intercaler dans des jours où, par exemple, vous avez la belle famille qui vient, vous avez que quelques minutes pour vous entraîner, ou vous êtes en déplacement, ou le week-end votre salle de sport est fermée ou quoi, et en fait, vous avez envie de faire un petit quelque chose parce que, bah, vous sentez que vous avez l'énergie et que vous êtes sur une bonne lancée, bah, ça, c'est le genre de programme que j'aurais aimé avoir. Parce que vraiment aujourd'hui, je sais que ça me sert, parce que je le vois bien sur le physique, hein, quand, je me mets à les faire, ces programmes de 15 minutes pour sécher, ça c'est vraiment, alors je dis pas c'est magique, mais si vous faites déjà attention à votre diète, on va dire que c'est un bon coup de fouet sur l'arrière-train quoi, pour brûler des calories. Et c'est vrai que j'avais pas les connaissances d'aujourd'hui, j'avais pas accès à la littérature scientifique comme aujourd'hui et ça me permettait, puis j'étais peut-être un peu plus feignant aussi sur l'apprentissage à l'époque et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir. Donc si vous retrouvez dans ce genre de configuration où des fois, c'est pas forcément que la salle est fermée parce qu'aujourd'hui les salles sont souvent ouvertes, mais que vous avez pas envie d'y aller parce que vous avez pas assez de temps ou raison X ou Y, et ben, vous pouvez quand même faire des petites séances de 15 minutes, ce qui vous permet de pas vous lancer dans quelque chose de lourd, mais par contre de quelque chose d'efficace pour brûler des cales, quoi. Et tout en sans avoir les inconvénients du cardio basse intensité qui vous dévore, la masse musculaire. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir, je vous ai mis le lien. Ça s'appelle «Vous n'avez que 15 minutes pour vous entraîner, voici ce qu'il faut faire» et vous aurez le programme et la vidéo pédagogique pour vous montrer tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de bien vous hydrater et de pas trop vous exposer au soleil quand il fait, les heures, à la con, parce qu'au-delà des problèmes de peau, ça a aussi une fâcheuse tendance à vous défoncer la motivation pour la séance, de sport. Ah, ça épuise beaucoup. Donc voilà, très bonne journée à toutes et à tous et très bonne semaine. Bye bye.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.